30 janvier 2023. Bienvenue dans cet épisode du TSLH Podcast. Je suis accompagné de Pascal pour cet épisode. Pascal, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien. Enfin, un épisode du TSLH Podcast. Ça faisait un petit bout qu'on avait fait ça. Bien content d'être là. Ouais. Ben oui, on était dû, puis c'est un peu de ma faute, là. Ceux qui sont en vidéo, vous voyez que je suis pas à ma place habituelle. Disons que mon bureau il est un peu massacré avec des travaux chez nous. Fait que c'est un peu le bordel ici, là. On a été malade. On a été malade pas mal à la maison aussi. Fait que c'est de ma faute Ouais. aussi. Ça m'arrangeait bien gros. Ouais. Mais on est bien content de retrouver nos auditeurs pour un nouvel épisode. Puis on vous avait promis une deuxième partie pour l'analyse des prospects du CH. Parce que je vous rappelle que là, 2 épisodes, on a fait une première partie, on a parlé de nos observations des espoirs du CH pour le début de la saison. Donc, dans cet épisode, ça va être la partie 2. Il y a plusieurs espoirs qu'on n'a pas parlé encore dans le podcast. Donc, on va les aborder. Je vous rappelle que le TSLH Podcast est une présentation de Barbe Noire. Barbe Noire qui a sorti sa boîte pour le Super Bowl. Oh oui. Donc, je vous invite à aller consulter le site web de Barbe Noire à barbenoire.com pour acheter cette délicieuse boîte pour le Super Bowl, pour agrémenter votre soirée de football avec vos chums, avec une petite bière, des bonnes ailes fumées, des côtes levées, du bacon. By the way, le nachos avec les produits de Barbe Noire dedans, c'est écœurant. Je vous le conseille fortement. L'année passée, on s'était fait le mac and put de Bob le chef. Avec, à la place, je pense que c'était du bacon qu'il y avait dans la recette. On avait mis du porc effiloché Barbe Noire. C'était malade. Ouais, j'ai pas de misère à te croire. On Puis va je vous souvent la invite faire. vraiment, pour vrai, moi c'était le nachos. Je m'étais fait un nachos au Super Bowl avec le porc effiloché de Barbe Noire. C'était insane. Ouais. Je vous le conseille aussi. Mais c'est possible en achetant la boîte de Super Bowl de barbenoire.com. Prospect du CH, dans les dernières semaines, autour du temps des fêtes à peu près, on a commencé des rapports d'observation pour le site web de Tout sur le hockey au sujet des prospects du CH. On a fait quand même un bon tour pour vrai. Il en reste encore à sortir un petit peu. Moi, pour ma part, c'est terminé. J'ai fait ma partie. Bien content d'avoir fini d'ailleurs. Je vais pouvoir me remettre sur le repêchage 2023. Puis d'ailleurs, parenthèse avant d'en venir au sujet principal, maintenant que notre tournée des prospects est faite pour le CH, la suite des choses, ça va être podcast de la liste de mi-saison du TSLH Espoir, qui va être à la fin février. Par la suite, on va se mettre à sortir nos profils de repêchage, nos profils d'espoir sur le site, dans la section TSLH Espoir, Après la pour en date limite finir d'environ, avec... là. Ouais, dans le coin de la date limite. Puis après ça, ça va être le Hell Season, fait que la sortie des profils, éventuellement le guide. Il y aura un guide aussi cette année, puis le repêchage. Donc, nous, à partir là, de pas mal le prochain mois, ça n'arrêtera pas sur le TSLH Espoir. Jamais. Pascal, on start ça avec un premier espoir qui évolue dans la SHL avec Lexend. Tu as pu le regarder à l'occasion. Je l'ai visionné un petit peu aussi dans le cadre de mes rapports hebdomadaires que je sors les lundis. On parle ici d'Emil Heinemann. Tu me disais avant de commencer à enregistrer, Pascal, que le petit Suédois a commencé à trouver sa touche un peu. J'aimerais ça que tu nous en parles de ça. Ouais, il retrouve sa game un petit peu. Tu sais, veut pas, depuis qu'il était acquis par les Canadiens, il n'a pas joué beaucoup. Il y a eu une blessure l'année passée, je pense que c'était à la tête, parce qu'au haut du corps, il avait été plaqué assez. Est-ce que c'était illégal? En tout cas, c'était blindside pas mal, là. Puis ça a été long, là. J'ai la séquence en tête. C'était pas illégal. C'était salaud dans le sens que Heinemann avait la tête tournée.
Mais je tiens à préciser qu'Heinemann avait la tête tournée. Là, ouais, c'est ça. Il regardait dans ses patins où la passe allait. C'est Tout, ça. ben, C'est un ça. peu Fait à la que, Slavkovski, dans le fond. Là. Le même problème que Slavkovski a à Montréal, un peu. exact. Regarde ce qu'il y a en avant de toi et pas en arrière. Fait que, dans le fond, depuis ce temps-là, ça a été difficile pour lui de retrouver sa game, de vraiment être le Heinemann qu'on connaît. Ça a quand même bien été en pré-saison. J'étais quand même très content, mais encore là, il s'est blessé. Puis, quand il est revenu, ça allait correct. Mais là, c'est vraiment depuis 15 games environ que oui, la production en revient, mais le jeu physique, son efficacité dans les 3 zones, il n'est pas utilisé en désavantage numérique, quasiment pas en avantage numérique. Il est utilisé environ 14 minutes par match. Donc, tu sais, c'est correct. Ça devrait augmenter, parce que ça augmente en ce moment, d'ici la fin de la saison. Parce que veut pas, c'est un profil typique des séries ou la course vers les séries. Puis selon moi, son temps va augmenter. Et si son équipe est. Je ne me rappelle plus du classement de son équipe, peut-être très bien qu'il n'y aura pas de course aux séries, là, je n'ai pas regardé pour Lexan, mais ça se peut très bien qu'il finisse sa saison en Amérique du Nord. Dans ma tête, il n'y a pas de doute que l'année prochaine, il va être à Montréal ou à Laval. Je ne pense pas qu'il va y avoir un problème pour lui là, de jouer dans n'importe quel des deux. Il va avoir sa chance avec tous les joueurs qui vont partir cet été ou à date limite des transactions. S'il n'y a pas trop de vétérans qui sont signés, ça se peut très bien qu'il ait sa place parce que son style fit avec la philosophie du Canadien de Montréal, mais aussi avec le jeu nord-américain. Donc, c'est vraiment tranquillement, pas vite, il retrouve son jeu physique, il tire au filet, ses tirs touchent plus souvent. Le gardien de but joue devant le net, le long des rangs. Tranquillement, pas vite, ça revient. Mais ça a pris du temps avant que vraiment il retrouve ses jambes un peu. Moi, je pense que j'ai regardé 1 ou 2 matchs pour justement mes rapports hebdomadaires. Là, puis, c'est ça, c'était des matchs qui n'avaient pas joué beaucoup. Puis, je trouvais justement que l'efficacité de son tir était moins là. Tu voyais qu'elle allait moins dans le trafic un peu. Je me posais quasiment une question à savoir est-ce que justement ces 2 plus récentes blessures ont fait en sorte qu'il est peut-être un peu moins confiant en ses moyens. Ça se pourrait, honnêtement. Oui, ça se pourrait. Ça serait très explicable. Oui, puis à ce moment-là, ben, je suis quasiment plus content qu'il soit dans la SHL cette année. Une ligue qui est moins physique que la Ligue américaine. Comme ça, il va pouvoir un petit peu reprendre confiance. Puis quand il va revenir avec le Rocket, ben, il va peut-être retrouver cette petite touche physique-là de plus. Ça peut juste être bon pour lui. Là. Il est à la maison là-bas, là, fait que c'est sûr qu'il est dans ses pantoufles, dans son environnement qui est pas mal plus pas sécuritaire, là, mais quand même, là, professionnellement parlant, c'est pas mal plus sécuritaire de jouer là-bas sur la glace. Donc, même si c'est là-bas qu'il s'est blessé l'année passée. Là. Mais, mais c'est un incident peut arriver. Parlez-en à Slavkovski, là, cette année, il a mangé des bonnes. Là. Fait que pas mal sûr qu'il va être content d'être là-bas. Des fois, c'est dur de départager. Est-ce qu'on est fâché qu'un espoir retourne en Suède parce qu'on aurait aimé ça qu'il reste en Amérique du Nord pour notre propre plaisir personnel? Ouais, c'est égoïste. Ou si parce que il s'en va et que c'est moins bon pour son développement? Moi, à première vue, j'aurais aimé ça qu'il reste à Laval pour des raisons assez évidentes que on suit le Rocket sur le site, puis c'est plus facile de suivre aussi Heinemann de cette façon-là. Mais avec ce qu'on observe, puis avec le contexte, je pense que finalement, c'était une bonne décision qu'il retourne en Suède. Je pense aussi. Je pense que c'est une très bonne décision. On switch totalement de type de joueur. On s'en va vers les gardiens de but, mon Pascal. Oui, tu peux en parler. Écoute. Je vais vous parler brièvement de Joe Verbetic, le gardien de but du Rocket. Ben, il a fait des apparitions avec le Rocket. Il goal principalement dans la East Coast avec les Lions de Trois-Rivières. J'ai eu la chance de m'entretenir avec lui dans une entrevue que vous avez accès sur la chaîne YouTube du TSLH. Et j'ai mis aussi le fichier en audio sur toutes les plateformes du podcast. Donc, vous excuserez mon anglais limité. C'était quand même un défi pour moi de faire une entrevue en anglais, strictement en anglais, parce que mes compétences sont assez lointaines, disons. Mais j'ai bien apprécié mon échange avec Joe Verbetic.
il m'expliquait dans le fond, tu sais, moi, la raison pourquoi je voulais parler avec, c'était que je voulais vraiment savoir, c'est quoi qui a motivé la décision de skipper la dernière année junior, puis de se retrouver dans le hockey professionnel. Puis ce qu'il m'a dit, c'est que c'était beaucoup un souhait de l'organisation, puis lui était d'accord avec ça. De façon pas à l'amiable, mais les deux étaient d'avis, les deux côtés étaient d'avis que de sauter professionnel, c'était peut-être bénéfique pour son développement. J'étais pas particulièrement enchanté de voir cette décision-là, surtout considérant que le bataillon de North Bay allait se battre pour une place en finale. C'était une équipe aspirante. Fait que c'est sûr que de progresser dans une équipe gagnante comme ça aurait pu être profitable pour Joe Verbetic. Mais rendu là, si c'était un souhait de l'organisation et du joueur, ben, c'est comme ça. Penses-tu que l'organisation a comme accéléré un peu avec lui pour avoir quelqu'un devant le net à Laval puis à Trois-Rivières pour comme, parce que Primo, ça commence à chier un peu dans la pelle. Kevin Poulin, bref, hein, pas besoin d'en parler tant que ça. Là, t'as Daubush qui arrive. Là, t'as Descartes probablement dans 2 ou 3 ans. Allen va probablement partir d'ici 2 ans. Montembeault, le contrat à Verbetic a été signé avant que Montembeault explose cette année quand même. Il joue très bien cette année. Est-ce que tu penses qu'ils ont essayé de l'accélérer pour qu'il vienne pour qu'au moins qu'ils remplissent une chaise, ça leur tentait pas de signer un contrat d'un gars autonome, genre de. Penses-tu que c'est ça, genre que c'était pas nécessairement nécessaire, mais que professionnellement parlant, au niveau des contrats et tout, ben, c'était du cheap labor? Ça fait tellement de sens ce que tu viens de dire. Puis, au début, j'y pensais, puis j'étais comme, bon, je vois-tu là, je vois-tu pas là? Ouais, on va y aller. Là. Pour vrai, moi, je pense que c'est aussi une façon de t'assurer d'avoir un gardien stable dans ton organisation. Ouais. Comme tu dis, là, la East Coast puis la Ligue américaine, là, quand les blessures, ça commence, là, dans East Coast, là, ça commence à signer des goalers universitaires, puis ça cherche la main-d'œuvre à côté. Là. Tandis que là, ben, Joe Verbetic, à part s'il se blesse, t'es sûr de l'avoir tout le temps. Ouais, c'est ça. Fait que oui, ça pourrait être une raison, effectivement, au niveau organisationnel. Puis le fait que les 3 équipes pro soient toutes au Québec, pas loin, ça fait vraiment bien pour ça. Oui. Je pense que tu es plus en contrôle du développement d'un jeune comme ça. Moi, personnellement, je ne trouvais pas qu'il était rendu à faire le saut professionnel. Mais c'est un avis très subjectif. Puis je le répète, la décision vient de l'organisation et du joueur. Ouais, c'est un long shot. C'est un long shot, c'est un choix lointain. Oui, il est gros puis tout. On ne sait jamais ce que ça va donner, mais c'est pas un choix que tu vas avoir à Montréal dans 2 ans. S'il vient à Montréal, ça va être dans 4, 5, 6 ans. Fait que... En tout cas. Si on parle de sa progression sur la glace, Joe Verbetic, moi, quand il avait été repêché, il avait connu un camp des recrues quand même assez acceptable. Pour vrai, le monde ne le connaissait pas trop, puis les gens qui avaient suivi le camp trouvaient qu'il avait bien fait. Moi, je n'ai pas vu ses performances au camp, mais quand j'ai vu ça, ben, je m'étais donné le mandat pour le TSLH Espoir d'aller le regarder. Puis, j'ai ressorti mon scouting report quand j'ai écrit mon rapport cette année. Dans le fond, j'ai ressorti le premier que j'avais fait pour voir la progression au final. Mm-hmm. Je dois dire que c'est pas mal le même gardien que j'ai vu là 1 an. Il y a des très belles qualités. Il y a des qualités innées, là, comme le gabarit, je veux dire, ça se développe naturellement. C'est pas quelque chose qui est en contrôle. Tu prends du lait avec des OGM dedans, maintenant tu grandis. Tu prends tes vitamines, puis t'es comme... Mais tu sais, c'est ça. C'est un gardien qui est très calme devant son filet. Lui-même, c'est la qualité première qui ressort de son jeu quand il en parle. Okay. Il est conscient, de la façon qu'il m'en parlait, c'est qu'il est conscient que d'utiliser son gabarit de la meilleure façon possible, c'est ça le défi pour performer dans le professionnel. Il est conscient de ça.
je trouve quand même qu'il s'en sert bien de son gabarit. Honnêtement, il se laisse quand même frapper par la rondelle. Il Ouais, a une très bonne mitaine. T'économises tellement ton énergie à pas bouger un corps de même. Tu sais, Ouais, bouger ce genre de corps-là, ça prend de l'énergie. Le mien, ça prend énormément d'énergie le bouger. ouais, Fait que le sien, qui mesure 6 pieds 6 environ, je pense qu'il mesure 6 pieds 6, 6 pieds 5. Fait que ouais, c'est 6 sûr pieds qu'un 6, là. athlète comme ça, si tu peux vraiment réduire l'énergie que tu dépenses en gaulant, c'est parfait, là. C'est ça qu'il Ouais. faut que tu fasses. Le seul problème avec Joe Verbatics, c'est que moi, je trouve qu'il est calme, puis parfois trop. Tu sais, Mhm. faudrait qu'il y ait une meilleure balance entre son calme et être explosif quand c'est le temps. Fait que, tu sais, souvent, il va se laisser frapper par la rondelle, puis mettons qu'il donne un retour, ben, il va avoir une petite fraction de seconde qui manque, là, tu sais. Mais ce Ça qu'il venait à la m'expliquait en guerre entrevue, pour puis c'est... Kerry. Ça venait à la guerre pour Ouais, c'est Kerry ça. au début de sa carrière, ça. Ouais. Puis d'ailleurs, grande inspiration de Joe Verbetic, c'est Carey Price. Il y a un style, tu sais, le calme, puis la façon, tu sais, qu'il se déplace, ça y ressemble, mais vraiment à petite échelle. On s'entend, il Ouais. n'est pas à ce niveau-là, là. Non, non. Mais ce qu'il m'expliquait aussi dans l'entrevue, c'est que, dans le fond, ce qui est le plus tough de sauter dans le hockey professionnel, c'est vraiment les tirs. Tu sais, les tirs sont encore plus précis, encore plus puissants. Fait que le temps de réaction, il faut vraiment qu'il soit, tu sais, encore meilleur que dans le junior. Ouais. Puis moi, à ce niveau-là, ça venait coller mes observations, là. Je trouvais que des fois, il y avait un petit manque à ce niveau-là. Tu sais, Fait que, tu sais, imagine Fleury quand il a joué à 18 ans dans la ligue, là. Passer ouais, de c'est la... fou, là. Hey, Mais c'est Fleury fou, avait des là! réflexes. Fleury, Ah le oui. temps de réaction, il avait des réflexes qui étaient élites, là, tu sais. Dans le junior, je m'en souviens avec ses pattes jaunes, là. Tu sais, j'étais très jeune, là, mais tu sais, je gardais les buts dans ce temps-là. Fait que moi, les gardiens, c'était ça que je regardais quand j'allais voir du hockey, quand j'allais voir les remparts. Tout ça. Fait que, ça a toujours été un gardien qui était très réflexe. Ouais. Mais pour que tu aies les réflexes aiguisés au point d'être dans la Ligue nationale à 18 ans, c'est quelque chose en maudit. Ah, c'est fou, là. En tout cas. Fait que tout ça pour dire que Joe Verbetic, la progression est quand même assez lente présentement, mais c'est un gardien de but. C'est totalement normal. Je rappelle qu'il est censé jouer dans le junior. Fait que, tu sais, ça va être à suivre pour les prochaines, les prochaines saisons à venir, puis voir comment il gradue à même l'organisation. Surtout quand les gars comme Descartes et Dobush vont arriver. Tu sais, quand ça va commencer à se placer, là, ça, j'ai hâte de Ouais, voir ça. s'il avait suivi le même chemin que Dobush, il serait encore il commencerait à NCAA puis il resterait là encore 2 ans. Fait que, tu sais, Ouais, c'est faut ça. mettre ça en perspective, là. C'est pas, là, tu sais, C'est ça. repêcher un gars dans la CHL, c'est pas pareil pas tout. Ouais. Ouais, son développement, il part de beaucoup plus loin que les gars qu'on vient de mentionner. Là, tu sais. Exact. Puis, tu sais, si Dobush puis Descartes prennent toutes les places à Laval, ça me donnerait pas partout que Verbetic s'en aille en Europe, jouer 2 ans ou 1 an là-bas, puis il va voir son développement, puis après ça, revienne. Ça se pourrait très bien. C'est possible. Bref. On passe à Jared Davidson, le Oui. joueur de Seattle dans la WHL qui a été repêché à titre de overager. Je vous invite à lire le rapport d'observation de Seb Gagné qui a écrit pour le TSLH Espoir. Pascal, tu l'as regardé un petit peu. Moi aussi, je l'ai regardé en observant Grayson Sachin. Ouais. Comment tu trouves Jared Davidson cette année? Ce que j'ai aimé surtout cette année, c'est que c'est le même Davidson que les séries de l'année passée. Parce que moi, les séries de l'année passée, je trouvais que c'était le meilleur attaquant de l'équipe. Après, tu sais, Schaefer, là, moi je suis pas un gars que je tripais pas en tout. J'ai de la J'aimais misère, moi bien mieux aussi. Davidson. Repêcher Schaefer en première ronde ou bien Davidson en 5e ronde, j'aime pas mal mieux la valeur de Davidson en 5e ronde, même si éventuellement, peut-être qu'il ne jouera jamais dans la ligue. Là. Mais Schaefer t'a coûté cher. Là. Avec un choix de première ronde, bref. Davidson, moi, c'est un profil que j'aime bien. Un gars qui arrête jamais, un bon patin, pas distribue, mais amène les rondelles au filet vraiment beaucoup, termine ses actions au filet. En échec avant, il est vraiment bon. Pas le meilleur dans sa zone, ça paraît. Tu sais, l'année passée, il n'était pas utilisé pas en tout en piqué. Cette année, c'est une moyenne d'1 minute par match environ. Donc, il apprend tranquillement pas vite à s'ouvrir au jeu défensif. C'est pas qu'il était mauvais nécessairement, il était là, il se donnait comme en échec avant, mais c'était moins sa tasse de thé. Là, cette année, l'offensive, c'est inné. En fond, il utilise son tir à fond.
moins devant le net que je voudrais. Pas mal plus où les cercles de mise en jeu, parce que c'est tir frappé, tir sur réception. C'est là que, en ce moment, il utilise le plus son offensive. Puis ça fonctionne à fond. C'est ça son rôle dans l'équipe. Ça fonctionne. Fait que je vois pas pourquoi il changerait. C'est ça que son coach il dit de faire. Fait que c'est ça qu'il fait. Mais tu vois qu'il développe un peu plus sa game pro. Puis bien content de sa progression depuis le début de la saison. Pas le gars qui va plaquer nécessairement beaucoup, mais il sait quand même faire les puck battles. Ça va quand même bien à ce niveau-là. Je sais pas si tu as observé la même chose. Oui, absolument. Puis au niveau des puck battles, c'est ça que j'allais dire. C'est pas un gars qui donne des mises en échec, mais son approche au porteur, Ouais. dans le fond, il va aller s'attaquer au bâton, il va utiliser son corps pour séparer le gars de la rondelle. Fait que, tu sais, c'est ça que tu t'attends d'un gars dans le junior, que, tu sais, il est à sa dernière année là, dans le junior. Fait que, tu sais, si tu fais pas ça, rendu à 20 ans, ben là, il y aurait eu des problèmes. Mais tu sais, Il est les petites excellent dans la choses mise qu'on en s'attend jeu à aussi. voir. Oui, c'est Excellent vrai. ses mises en jeu. Mais tu sais, c'est toutes des choses qu'on s'attend à voir d'un gars de 20 ans pareil dans le junior. Puis tu sais, moi, personnellement, je pense que c'est avec Seb que j'en ai parlé quand je suis allé au Rocket à un moment donné. Mais moi, c'est un gars que j'aurais aimé ça voir à Laval cette année, justement. Ouais, ça aurait été. J'aurais Je aimé pense, ça, tu y sais. a-tu fait le camp? Y a-tu fait le camp à Laval? Je sais pas, je me En tout cas, je souviens me pas. rappelle plus. Mais c'est sûr que l'année prochaine, il est là. C'est sûr Ouais. certain qu'il est là l'année prochaine. Puis qu'il va être Il dans le top aurait, 9. il aurait amené une petite dose offensive de plus au Rocket, là, pour vrai. Ouais. Parce que, tu sais, le gars, là, c'est des tirs, puis il crée des choses au filet. Du Puis chaos. il va souvent terminer son action par un tir. Là. Mais c'est ça. C'est vraiment pas une machine offensive parce qu'on on se rappelle que c'est un gars de 20 ans dans WHL. À un moment donné, Pour il une des répond aux puissances. attentes. Une des C'est puissances de ça. la WHL. Et avec Sachin, puis tu as Lambert qui est allé les rejoindre. Korchinski. Korchinski sur le power play aussi, et ça devient talent là, comme équipe. Là. Ouais. Fait que, oui, la production est là, le talent est là, mais je veux pas trop m'emballer non plus sur Jared Davidson parce que faut juste rappeler que c'est un overager. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est sa transition vers le Rocket de Laval. Ça va, si, mettons, il y a une game NHL, ça va probablement être un gars de troisième trio qui amène l'énergie, mais qui a un instinct offensif aussi. Mais là, il faut absolument qu'il améliore sa défensive pour qu'il ait vraiment un rôle de troisième trio. Tu sais, Ulonen, mettons. Mettons qu'on le compare à Ulonen, qui a un shot vraiment impressionnant, qui a un très bon patin, qui, physiquement parlant, ça s'améliore, mais il a toujours eu quand même une bonne force physique. Puis défensif, mais c'est inné pour Yossi Ulonen. C'est juste la constance, l'effort, puis tout. Là, Davidson, il va vivre le même genre de rôle, mais au centre. Donc, OK, tu as une corde de plus, mais tu n'es pas aussi physique que Ulonen. Tu ne domines pas l'adversaire. Ulonen, il dominait en Liga vraiment les batailles physiques, là, pas nécessairement le plaquer les gars. Mais Davidson, ça va être le cas à Laval. Donc, son tir, est-ce qu'il va battre les gardiens professionnels? Ulonen, oui. Lui, on ne le sait pas. Fait que, ça va être deux gars probablement qui vont se batailler ensemble, ben, qui vont se craquer. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y en a qui est centre, l'autre qui est lié. Fait que j'ai hâte de les voir, les deux, pour les comparer, mettons, la progression quand il va arriver à Laval l'année prochaine. Ce sera à suivre. Oh oui. On saute en Finlande, Pascal, pour l'excellent, l'illustre Petteri Nurmi. Petter Nurmi. Pour Peter, c'est le même défenseur que l'année passée. Dans le fond, quand moi, je ne l'avais pas vraiment regardé l'année passée, là, quand ils l'ont repêché. Il a fallu que je fasse regarder 8, 9, 10 matchs, je ne me rappelle plus, pour vraiment faire un profil. Puis ben, cette année, c'est juste le même défenseur, mais une année de plus. Donc, plus efficace en défensive. Patin bien correct pour la Liga. Ce qui est le fun avec lui, c'est que la rondelle, elle avance. Pas avec son patin, c'est pas ça. Vraiment, la première passe, puis pour libérer la zone ou s'évader avec la rondelle, la décision avec la rondelle pour l'envoyer à son coéquipier en défensive ou à un attaquant, tout ça, ça se fait fluide. Puis quand il est sur la glace, c'est comme ça fait du bien pour la Liga. Parce que la Liga, regardez ça, on le dit souvent, là, le gars reste en arrière de son filet. Il attend. Il n'y a pas de changement, là. Il fait juste attendre. Là, m'amener, OK, les gars arrivent, c'est long. Mais avec lui, ça va un peu plus vite. Puis même quand il y a de la pression, ce qui arrive quand même assez rarement, ben, il s'évade puis il est capable de faire la passe ou ben, s'il est pogné, mais il est vraiment
met la rondelle en sécurité. En offensive, c'est un chantier, mettons. Il y a 10 points en 34 matchs cette année dans la Liga. Il ne joue pas beaucoup sur le power play. C'est surtout un gars défensif en ce moment. Puis c'est bien correct. C'est comme ça qu'il va se faire un nom, si on veut. Il pourrait jouer à Laval, en fait. Dès cette année, il aurait pu jouer à Laval. Parce que lui aussi, c'est un overager. Ça va être du cheap labor à Laval. Peut-être dès l'an prochain, je ne sais pas c'est quoi son contrat. Mais tu vois qu'il y a une game pro. Puis est-ce que l'offensive va finir par venir en Liga? Peut-être. Si moi, je ne connais pas tout son background, peut-être qu'il y a un talent offensif que je n'ai pas encore vu, mais il ne crée pas grand-chose à part. Il ne tue pas le jeu, mais il ne crée rien d'incroyable. S'il fait 20 points dans le national d'un jour, on va être bien content. Mais il va venir à la balle soit l'année prochaine, soit l'année d'après, puis on verra ce que ça va donner. Mais il ne faut pas penser que ce gars-là est dans le top 10 des espoirs des Canadiens de Montréal. Peut-être qu'il va donner quelque chose, mais ayez pas d'attente. Il va jouer à Laval, on va voir ce qu'il va faire à Laval, puis éventuellement, on verra pour une shot en haut. Mais Jekai, il n'a pas été repêché nulle part, puis là, il joue dans une nationale de hockey à 20 ans ou 21. Fait que, tout peut arriver, là. On ne sait jamais. Ah, mais Jekai a une qualité, ouais, pas élite, mais une qualité qui lui permet de se démarquer dans un rôle. La pilosité, oui, là-dessus du nez. Ouais, l'attribut à NHL 2023, là, chenille en dessous du nez, là. Jekai, il est solide. Il y a tellement du swag. Là. Je le disais l'année passée, là, quand on le regardait dans CHL, comme, tu le regardes jouer, t'as le goût de jouer avec, t'es comme, il est le fun à regarder jouer, la façon il est puissant, puis il tente des affaires offensivement, puis son tir, il te pogne tout le temps le net, tout le temps le net, fait que c'est une grosse qualité, fait que c'est l'ensemble du package qui est intéressant. Nurmi, il est fade, il n'y a pas de pinch, il y a un pinch wet blond, j'imagine, c'est un Finlandais, mais il y a des affaires dans sa zone qui est excellent, que c'est inné. Il reste juste le reste, là, à savoir si ça va finir par se développer ou bien si ça va juste être un choix gaspillé. Pas gaspillé, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. On demeure sous la thématique des défenseurs. Puis je l'ai rajouté à la dernière minute parce que je ne l'avais pas dans mon listing, Pascal. J'ai regardé dans l'épisode qu'on avait fait, on n'en avait pas parlé. Puis je pense que c'est vraiment important d'en parler. Parce que présentement, là, il est vraiment solide. Monsieur William Trudeau. Ben oui. Ben oui! Ben oui! La progression. Selon Jean-François Houle, William Trudeau est le joueur qui a le plus progressé dans le Rocket de Laval. Puis j'étais vraiment content qu'il dise ça parce qu'effectivement, c'est fou. Pour vrai, moi, je m'attendais pas à ça. Là. Tu sais, moi, là, William Trudeau, je l'avais observé l'année passée pour faire un rapport d'observation, puis je dois avouer que c'était pas l'espoir qui m'attirait le plus. Parlé en privé, ouais, c'est ça. C'est comme, vous faites le patin, je sais. Ouais, son patin, j'avais beaucoup de misère. Autant à reculons que vers l'avant. Tu sais, je savais que c'était un défenseur qui était capable de produire de l'offensive, mais niveau physique, c'était correct, sans plus. C'était pas particulièrement son rôle non plus de distribuer des gros coups d'épaule. J'arrive à Laval cette année, puis je l'avais eu en entrevue aussi. L'entrevue est disponible sur nos plateformes également, là, mais il m'avait parlé que le CH misait beaucoup sur lui là, pour améliorer sa puissance. Puis il l'a vu lui-même, tu sais, le gap entre la LHJMQ et le hockey professionnel, à quel point tu as besoin d'être plus puissant, tu as besoin d'être plus rapide, tu as besoin. Ouais. Puis il me confie avoir mis beaucoup l'accent là-dessus cet été. Puis sérieusement, là, ça paraît. Fou, là. Oh, ouais. Ça c'est le fun de. En tout cas, moi, c'est vraiment le volet le fun cette année, je trouve, pour au niveau du Rocket, là, de pouvoir m'entretenir avec les joueurs, puis d'avoir vraiment un autre regard là, sur leur progression. Puis quand, mettons, un joueur vient te confier qu'il a travaillé sur telle affaire, puis là, tu regardes en match, puis ça colle à ce qu'il dit, t'sais. Ben, dans ce temps-là, c'est le fun en crif, là, parce que ça rajoute du jus à, oui, notre contenu, mais en même temps, tu te dis, crime,
Le gars, il a vraiment mis des efforts, ça paraît, puis là, il est récompensé. Puis il est récompensé pas pire, là. Il est sa première paire. C'est le défenseur le plus efficace présentement avec le Rocket. Il donne des mises en échec, il est présent physiquement, il se bat. Il n'a pas peur de dropper les gants contre du monde qui ont de l'expérience dans la Ligue américaine, qui se sont déjà battus dans la Ligue américaine. Le gars, c'est encore un kid, puis il n'a pas peur de ça. Puis là, l'offensive, depuis le début de l'année, c'était plus, mettons, bon en relance, défenseur physique. Intelligent, c'est un gars vraiment intelligent. Il prenait des bonnes décisions, sortait à la puck, mais tu sais, quand il y avait à prendre la puck puis la monter, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas un bon patin. Puis quand il y avait un gars le contournait assez facilement des fois. C'est ça. Puis tu sais, là, je te dirais qu'il y a un bon mix de bonnes décisions, bonne explosion vers l'avant. Ça peut être encore travaillé, puis je suis convaincu que ça fait partie des travaux qu'il va avoir encore à faire à long terme. Mais tu sais, là, on parle d'un défenseur qui jouait physique au début de la saison. Il était efficace dans sa zone. C'était toutes des choses dans le junior qui étaient peut-être moins mis de l'avant. Mais on se disait tout le temps, crime, William Trudeau est capable de fournir de l'offensive. Mais que ça pop, là, on va avoir un défenseur quand même complet. Là. Puis là, avec les responsabilités de plus qu'il a, il joue en power play, ça fait 7 matchs de suite qu'il y a des points. Fait que, non, c'est... Sérieusement, la progression de William Trudeau, c'est impressionnant. C'est une belle histoire. Puis, moi, je suis bien content. Pas parce que c'est un gars d'ici, là, mais c'est juste parce que le recruteur qui a mis son point sur la table pour que le CH le prenne, je ne sais pas si c'est Boisvert ou si c'est Odette, mais à date, son pari, il paye. Ouais. Parce que, sérieusement, c'est impressionnant. C'est pas impressionnant ce qu'il fait, mais c'est juste, si tu regardes ce qui était, ce qui est là, c'est vraiment une progression incroyable. Pas incroyable, mais c'est une excessivement bonne progression, puis du travail. Fait que là, tu sais que le kid il est sérieux. Puis est-ce que ça va s'arrêter là ou son plafond il est quasiment atteint? Aucune idée, mais ça regarde bien. Petite anecdote de vestiaire que je vais partager sur le podcast. Je ne sais même pas si j'en ai déjà parlé. Là. Moi, j'ai tendance à oublier ce que je dis. J'en ai parlé dans mon texte. Oh, ouais, une anecdote de vestiaire. Il n'y a rien de croche. Non, mais je l'avais souligné dans mon texte, qui est dans mon rapport de William Trudeau, mais je tiens à le partager. Mais moi, je trouve ça excessivement drôle comme anecdote. Mais dans le match où je suis allé, il a connu vraiment un bon match. Il a joué plus de 22-23 minutes à peu près. Il y a eu une prolongation. En prolongation, où c'était-tu à la fin de la troisième période? Ouais, c'était à la fin de la troisième période. Le Rocket avait plus de gardien dans le fond, ils avaient retiré leur gardien pour. C'est la game qui ont fait un comeback, qui sont allés en prolongation. Pour sauver un but, il a fait une course avec un adversaire jusqu'à la rondelle après un dégagement. Il a gagné sa course, puis ça a fait un revirement, puis finalement, par la force des choses, il y a eu un but par après. Fait que, gros effort de Trudeau. Fait qu'il a joué beaucoup, il a donné ce gros effort-là en fin de match. Il y a eu un combat aussi, je pense, en deuxième période. Fait que soirée au bureau assez occupée là, pour Trudeau. On arrive dans le vestiaire pour les questions d'après-match. Moi, j'avais demandé à parler à William. Il n'était pas là. On posait des questions à d'autres. Finalement, la responsable, la Chantal Maccabé du Rocket de Laval, dans le fond, elle vient nous voir et elle nous dit si vous attendez 2 minutes, William, il s'en revient. Pas de trouble. Puis finalement, il arrive 30 secondes après. Il est essoufflé, mon gars, là, à côté. Genre, il parlait, là, puis il était essoufflé. Il sortait du gym. Il sortait du gym. Tu sais, j'étais là, tu sais, c'est quand même monnaie courante, quand même, tu sais, que les gars, ils vont faire un peu de basic après la game, tu sais, pour, mettons, un genre de cool-down ou... surtout que ça a été des gars qui ont joué sur le piqué ou en fin de période ou qui ont protégé en avance ou qui ont joué en OT, en overtime. C'est ça. Mais tu sais, j'étais quand même impressionné, pareil, de voir que le kid, il est sérieux au point, tu sais, pour vrai, il était essoufflé. D'après moi, c'était un pas pire workout de 10 minutes qu'il a fait, là, mais... Parce que, puis avec la game qu'il avait eue, fait que je suis ressorti de là, puis disons que je me sentais un peu mal de ne pas avoir de motivation de recommencer à m'entraîner, mais bon,
Ça, c'est une autre histoire. Là. Oh, Mais, toi de ma vie. mais tu sais, mais tu sais, faire sa part, ça démontre quand même que le gars, il est engagé dans ce qu'il faut qu'il fasse. Puis, tu sais, moi, ça, en tout cas, j'ai bien apprécié voir ça pour vrai au niveau de William Trudeau. Puis là, ben, il est récompensé de ses efforts. Fait que ça, c'est le fun aussi. Ouais, exact, comme on disait, c'est une belle histoire. Ouais. Prochain joueur, Pascal, ça va être très, très, très rapide. Mon top 2. Emmett Croteau, de gardien de but qui a été repêché l'année passée en 6e ronde, si ma mémoire est bonne. Tardive, là. On parlera pas de pic gaspillé. Pascal, il est fâché. Là. Il est fâché d'avoir gaspillé. C'est pas un pic gaspillé, mais c'est correct. Là, le gars qui l'a repêché, il voit quelque chose en lui, là, mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. C'est un gardien de but, il a un gabarit, puis il a une belle technique. Là, C'est pas les patins. Non, mais sérieusement, il n'y a pas grand-chose à dire de Croteau parce qu'il ne goal pas. Il n'a pas goalé depuis le 28 décembre. Il ne goal pas pantoute dans USHL. L'année passée, il avait été capable de récupérer son filet pour les séries. Puis là, cette année, ben, il a perdu son filet. Puis il a sensiblement, un petit peu plus haute, mais sensiblement les mêmes moyennes que Cole, pas Cole Spicer. C'est-tu Cole Spicer? C'est Spicer son nom, mais je me mélange avec le joueur. Cole Spicer, ouais, c'est un joueur l'année passée, ça. Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est Spicer son nom de famille, là, le gardien des Blackhawks de Waterloo. Là. Mais tu sais, ils ont sensiblement les mêmes moyennes, mais Waterloo gagne quand c'est Spicer devant le filet. Fait que. Puis tu sais, j'en ai regardé des matchs de Croteau, puis il a le don de donner des buts quand c'est pas le temps. T'sais. Fait que c'est sûr que ça, à ce niveau-là, là, tu mets à ça la charge de travail qui est exécrable présentement. L'année prochaine, Jack. Jack Spicer. Spicer. Puis c'est ça, l'année prochaine, il s'en va à Clarkson University. Puis j'ai regardé les gardiens qui sont déjà en place. C'est un gardien de 21 ans cette année qui goal devant des gardiens de 24 puis de 22 ans. Puis il a 25 matchs joués, puis les autres ont presque pas goalé. Fait que l'année prochaine, Croteau va être encore gardien numéro 2, puis il va peut-être goaler 4 fois dans l'année. Fait que là, à un moment donné, j'aimerais ça parler de sa progression, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de progression. Il ne goal pas. Fait que c'est à suivre. Fait que c'est tout ce que j'ai à dire sur Croteau. Il n'y a quasiment rien à dire. C'est le même gardien que j'ai vu l'année passée, puis il ne goal pas plus. Fait que peut pas voir d'évolution là-dedans. Dommage pour lui. Ouais, mais tu sais, reste que globalement, il a quand même un profil intéressant. C'est un gros bonhomme, puis il bouge bien, il est athlétique. Ses déplacements se sont améliorés un peu aussi, là, comparativement à l'année passée. Mais l'échantillon est tellement petit. Ouais. Sa game management, sa gestion du match est pas super bonne. Puis ça, je pense que c'est relié à la charge de travail. Quand tu donnes des mauvais buts quand c'est pas le temps, puis que tu gères mal tes rebonds parce que t'as pas le volume de match suffisant, ben, ceci explique cela. Ouais, je comprends. Fait que bref, on peut sauter tout de suite au prochain. Lui va être intéressant à parler, par exemple. Jayden Struble, qui a été blessé encore cette année. Un contact vraiment... C'était bizarre, le contact. C'était vraiment accidentel. C'était pas grand-chose. Il a manqué, je pense, 3 semaines. 2 semaines et demie, 3 semaines à peu près. Je vais te laisser commencer, Pascal, puis je vais renchérir au fur et à mesure. Je pense que tu l'as regardé un petit peu cette année, Struble. Une petite affaire. Le côté physique est encore là. Un peu indiscipliné, un peu plus qu'indiscipliné que je trouve que les années passées. Le patin, là, la défensive, c'est correct. Ça a toujours été une de ses semi-forces. Parce que oui, une force, mais il est vraiment sujet aux crampes au cerveau, mais à se débarrasser de la POC pas au bon endroit. C'est encore là cette année. Là, on s'attendait à ce qu'il soit défenseur numéro 1 en offensive comme Harris c'était l'année passée. Mais écoute, il crée rien. Ce que j'aime par rapport à sa première année, mettons, c'est qu'il
il sait un peu plus quoi faire avec la puck quand il rentre en zone, parce que c'est un gars qui est capable de la monter, mais c'est tellement rendu inconstant. Je sais pas si c'est le problème, si c'est l'équipe ou le gars, parce que, tu sais, Harris était capable, là. Fait que là, tu sais, lui, est-ce que c'est un problème de vision, de talent ou de blessure qui l'ont vraiment affecté? Comment ça me... On a de bonnes questions, on s'en doute depuis le début, mais son IQ, quoi faire avec la puck, ses réactions, c'est pas créatif. Zéro, puis une barre. Puis souvent, c'est son tir qui est la force, mais des défenseurs comme ça chez les Canadiens, il y en a plein. Fait que des bonnes chances qu'il ne signe pas, selon moi. Parce qu'il n'y a pas de place pour lui. J'ai un feeling qu'il ne signera pas non plus. Ouais. On va le garder juste entre nous autres, là, parce qu'on va peut-être se faire trasher en disant ça. Là, mais... Ça serait pas si grave. Oui, j'aimerais bien ça, parce que c'est du cheap labor à Laval, mais parce qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. Mais d'après moi, ça sera pas une grosse perte. C'est parce que, tu sais, l'affaire, c'est que c'est un peu par la force des choses aussi que Struble a comme descendu indirectement. On ne sait pas qu'est-ce que l'organisation pense, mais moi, je trouve qu'il a descendu dans la hiérarchie à Montréal, puis c'est par la force des choses. C'est pas parce qu'il est rendu pas bon, c'est qu'il n'a pas progressé particulièrement depuis l'année passée. Zéro progressé en 3 ans. Puis tout le monde a progressé. Ben non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Mathias Norlinder. Norlinder, pas beaucoup, là. C'est le même problème. Des blessures. Ben, c'est ça. Les blessures de Norlinder, c'est la même chose. Puis on le voit avec le Rocket, là. Qu'est-ce que ça fait un défenseur qui progresse peu ou pas? Ben, c'est William Trudeau qui a les opportunités présentement. C'est pas Mathias Norlinder. Puis honnêtement, je pense pas qu'on en a parlé de Norlinder, mais je prends la balle au bon, là, mais Norlinder est chanceux que le Rocket prenne le développement au sérieux des jeunes. Parce que Norlinder jouerait 10 minutes par match. Ouais. Pas plus. Puis il a quand même son temps de jeu depuis le début de l'année. Fait que je prêche pas pour ma paroisse. C'est pas parce qu'on couvre le Rocket à Star que je m'oblige à dire qu'ils font une bonne job. Mais il faut le souligner pareil. Quand je lis des fois que le Rocket fait jouer tout le temps les mêmes puis qu'il se fout du développement, c'est zéro vrai en tout cas. Puis, c'est pour vraiment vrai, ça il y en... qu'il faut qu'il fasse. Quand le Rocket perdait là, beaucoup et que ça allait pas bien, là, je voyais des commentaires qui disaient que Jean-François Houle n'était pas capable de développer les jeunes. Ben, vous avez un très bel exemple avec William Trudeau présentement. Il a bien progressé. Ben, il les a les opportunités. Mais Norlinder, là, il ne progresse pas. Puis il mériterait de sauter son tour. Puis à cause des blessures, oui. Mais même quand tout le monde était en santé à Laval, là, Norlinder avait son temps de jeu. Parce que c'est important qu'il joue, il faut qu'il s'adapte au hockey nord-américain. Puis ça, l'organisation le sait. Puis il continue quand même de le faire jouer. Mais il ne mériterait pas ce temps de jeu-là. Fait que. Il travaille sûrement parce que c'est un bon kid. Là, fait que, il a la bonne attitude tout, mais on le voit qu'il a vraiment pogné un mur. Là. Il a pogné un mur en maudit en Amérique du Nord. On ne dira pas, on le dit, on ne dira pas qu'on le savait ou peu importe, mais c'était quand même prévoyable parce que lui, ce qui était vraiment bon pour lui en Amérique du Nord, en Europe, c'était l'espace qui lui donnait le temps. Pas de pression adverse pour monter à rondelle. En offensive, c'est correct, mais encore là, tu enlèves son confort dans sa zone, en zone neutre, qui était sa force. Puis ça commence à être difficile. Les gars sont plus rapides, donc sa rapidité qui était quand même correcte en ligne droite est vraiment moins impressionnante de ce qu'on peut voir au niveau de l'agilité. Donc, il ressort nulle part. Son tir est correct, mais c'est pas une force. Il ne peut pas faire grand-chose. Au début de l'année, là, Pascal, là, moi, Norlinder, j'étais content de voir son jeu. Je trouvais qu'il jouait bien. Je trouvais qu'il était efficace. Puis je trouvais que quand il prenait des risques pour aller en offensive, c'était calculé puis c'était pertinent de le faire. Puis ça a duré même pas 10 matchs. Fait que est-ce que ces bonnes performances étaient attribuées au fait que c'est un début de saison, les équipes sont pas rodées encore, il y avait plus d'espace, puis là, soudainement, les équipes sont un peu plus rodées, le jeu se resserre, puis là, poup, Norlinder disparu de la carte.
Ouais. C'est plate. Mais puis encore là, je répète ce que tu disais tantôt. C'est pas pour dire qu'on l'avait dit, mais c'était envisageable. On le voyait venir, le mur. Là, puis il l'a frappé, mais on va juste espérer qu'il y ait de l'amélioration dans son jeu pour les prochaines années. Mais il est encore loin de la NHL. Puis pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui progressent et qui se rapprochent de la NHL. Fait que c'est pour ça À que. gauche, il n'y a pas de place. Il est fuck all. Ouais, puis c'est pour ça qu'on revient à Strubble, mais si Même chose. tu démontres pas de progression, puis toutes les autres en montrent, c'est plate, mais tu vas passer deuxième. Puis avec comment Jacky joue présentement, un défenseur super physique qui est capable d'appuyer la relance, Strubble vient de perdre du lustre en maudit là, dans ton alignement. C'est ça qui est S'ils plate. pouvaient l'échanger, ça serait quand même pas pire. Il vaut rien. Hein, ça a été un bon espoir de cette organisation dans les 3 dernières années, mettons, quand il a été repêché. C'est un joueur de deuxième ronde, très physique, un bon athlète, puis tout. Mais en ce moment, il vaut pas grand-chose. Parce qu'on sait que chez le Canadien, puis chez le Canadien, ils ont ses droits, là. Mais chez le Canadien, il vaut rien parce qu'on a de la place au fond à gauche. Puis oui, il est capable de jouer à droite, mais à droite aussi, il y a quand même des gars qui sont capables de jouer à droite chez le Canadien, puis c'est pas un problème. Donc, il devrait être à Laval cette année, en fait. C'est Simon Servant qui nous en a parlé, qui avait soumis l'idée. On avait tout parlé dans une conversation en privé, puis c'est vrai, il devrait être à Laval en ce moment, puis il devrait jouer là, parce qu'il est prêt. C'est ça. Tu sais, Strubble, pour terminer, là, il y a quand même un impact sur son équipe pareil, là, avec ses mises en échec. Puis, je trouve quand même qu'en relance, il fait des bonnes passes. Au niveau de la possession de la rondelle aussi, il se démarque, mais moi, j'attribue ça beaucoup plus à la progression par l'âge que la progression naturelle. Il n'y a pas rien qui détonne d'une progression normale. Dans le fond, il effectue les choses de la bonne façon, mais des choses que pour un défenseur de son âge dans NCAA, avec l'expérience qu'il a, ben on s'attend qu'il fasse ça. Fait qu'il n'y a pas de. Comme Harris, mettons, c'était un petit peu plus flagrant qu'en relance. Il était dur à attraper. Là, il y avait des indicatifs à Harris qui faisaient ce jeu, des qualités qui montraient que il y avait une coche de plus. Strubble, je la cherche encore, cette coche-là. À part les mises en échec, les mises en échec, c'est une chose, mais là, il se time bien pour les faire, ces mises en échec en NCAA, mais est-ce qu'il va bien se timer aussi dans la Ligue américaine? Ça reste à voir, parce que s'il n'est pas capable de timer ses mises en échec, tu y enlèves son seul attribut intéressant pour être un défenseur potable. Quand je dis il ne signera pas, je dis pas c'est pas l'équipe qui ne veut pas le signer, parce que c'est, comme je dis souvent, c'est du cheap labor. Ce genre de gars-là, tu veux le signer pour qu'il prenne son temps à Laval, puis que, à Trois-Rivières, pour vraiment se développer tranquillement, puis qu'après ça, il arrive à Montréal ou peu importe. Mais lui, est-ce que ça lui tente vraiment de prendre encore 3 ans avant d'avoir de sa chance en haut? Pas tant sûr de ça. Fait que, lui, pas parce qu'il veut pas signer avec Montréal, mais il regarde le Death Chart, il regarde la profondeur du roster, puis il fait comme je suis pas sûr que je vais être capable de me faire un chemin, donc est-ce que je vais signer? Ça ne m'étonnerait pas qu'il ne signe pas puis qu'il aille à Boston. C'est sûr que Boston va être une option pour lui. En tout cas, l'Est des États-Unis, parce que il y a plein d'équipes qui cherchent des défenseurs pas chers. Fait que c'est sûr que ce gars-là, il est intéressant pour beaucoup d'équipes. Mais pour l'OCH, je ne suis pas sûr. Ah, mais il a dit à TVA Sport qu'il voulait signer à Montréal. Oh, oui, tu sais. Mais il n'y a pas le choix. Non, c'est ça, il n'y a pas le choix. Mais en même temps, Kent Hughes était son conseiller, puisqu'ils n'ont pas d'agent, ils ont des conseillers, eux autres, à l'école. C'était Kent Hughes, son agent, son conseiller. Fait que c'est sûr qu'il y a un lien, là. C'est sûr qu'il y a un lien assez fort. Mais est-ce que ce lien-là va perdurer d'ici le 15 août? On verra. Est-ce que c'est 15 août? Parce qu'il y avait l'occasion de rejoindre le CH cette année. Avec le Rocket, il y aurait eu de la place, puis ça n'a pas été fait. Non. Voilà. À suivre. À suivre. Prochain joueur qu'on va parler, Pascal. Owen Beck. Owen Beck.
Le numéro 1 de mon top 15 des meilleurs espoirs du CH. Texte qui est disponible dans la section de TSLH Espoir. Et puis, by the way, j'ai vraiment hésité à mettre Sean Farrell numéro 1, mais finalement, je me suis résigné avec Owen Beck parce que c'est la certitude que ce gars-là va jouer dans la Ligue nationale. Ben, même dans la game qu'il a joué contre les Sénateurs, je l'ai trouvé super bon. Je ne l'ai pas regardé, par exemple. Il n'avait pas de l'air pantoute. Il n'a pas joué beaucoup, là, vraiment pas. Là, mais quand il était là, il n'avait pas de l'air pantoute perdu. Il faisait progresser le jeu. Il se repliait. Des fois, il se faisait pogner un peu les pieds dans le ciment, mais c'était pas incroyable. Là. Donc, il a fait des tirs au net. Non, sérieusement, j'ai bien aimé le petit in qu'on a eu de lui. Il n'y a pas rapport là. Il ne faut pas qu'il joue. Il n'y a pas rapport dans le national de hockey là, cette année. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas là qu'il fallait qu'il joue. Mais l'année prochaine, est-ce qu'il va avoir sa chance? Ça se peut très bien qu'il ait sa chance, mais il ne pourra pas jouer à Laval. Il va jouer encore dans CHL l'année prochaine si jamais il ne fait pas le club. Moi, j'espère qu'il ne fera pas le club, là, parce que, j'espère. Ce serait le fun, là. Ce serait vraiment le fun qu'il fasse le club, mais il est encore jeune un peu. Je te dirais que j'ai regardé les rapports qu'on a faits là, pour le guide l'année passée. J'ai relu ma quote que j'avais faite d'Owen Beck. Il y a des choses que j'ai trouvées qui avaient amélioré cette année. Oui. Moi, à son année repêchage, je disais que c'était un joueur qui est un peu fait sur une seule vitesse. Que son accélération et sa vitesse de pointe étaient très, très, très rapprochées. Puis, sans nécessairement qu'il ait amélioré ça, je trouve qu'il y a encore place à amélioration au niveau de son explosion sur patin. Mais je trouve qu'il calcule mieux ces moments où il va accélérer. Ce qui fait en sorte qu'il est un petit peu plus trompeur au niveau de son patin. C'est plus fluide, c'est plus fluide, plus léger là, quand il est sur la glace. Ouais. Je pense qu'il y a encore quand même de l'amélioration à faire au niveau du patin, mais c'est pas dramatique au sens où c'est un gars qui est tellement intelligent qu'il va se positionner parfaitement sur le jeu, puis ça va venir compenser ça un peu. T'sais. Fait que là, ce qui arrive présentement, c'est avec Peterborough, ça va pas super bien. Il joue pas mal. Il joue vraiment pas mal. Pour vrai, son jeu sur 200 pieds est encore bien correct. Là. Il récupère des rondelles, il est capable d'aller neutraliser les porteurs des adversaires. Il est capable de contrer l'adversaire quand il s'en vient dans la zone défensive. Ça, il n'y a pas de trouble. C'est au niveau offensif, c'est vraiment plus dur. Puis je trouve qu'il a l'air un peu perdu dans le système des Peets de Peterborough. Probablement le système. Ouais, il passe par une période d'adaptation. Pour vrai, aujourd'hui, j'ai regardé 3 matchs de lui à Peterborough. Puis j'étais vraiment pas tant satisfait de mon échantillon pour vrai. Là. Fait que j'étais allé voir des matchs de quand il était avec les Steelheads, puis tu vois vraiment une différence. Pas le même rôle non plus. Là. Ben non, mais tu sais, en même temps, il joue avec Brennan Ottman puis Avery Hayes. Puis Avery Hayes, il score des buts pas mal là, depuis qu'il est arrivé avec les Peets. Fait que on dirait qu'Owen Beck a de la misère à rentrer dans le party des points là, sur ce trio-là. Puis je ne veux pas rejeter la faute sur d'autres, mais je pensais à ça aujourd'hui pendant que j'écrivais mon rapport, puis parce que je le mettais comme à jour, là, un petit bout qui était écrit, puis je voulais rajouter des matchs plus contemporains dans le rapport. Owen Beck, on l'a souvent dit qu'il était un genre de Shane Wright light. Je pense que c'est Simon Servant qui avait dit ça. Ouais. Mais Brennan Ottman, au championnat mondial junior, pas été très bon avec Shane Wright. Puis on dirait que là, c'est comme le même effet qui se fait sur Beck. On dirait que c'est comme difficile. Ouais. En tout cas. Il est dur à suivre. Moi, à chaque fois que je regarde Ottman jouer, je me dis, ça doit être dur à suivre ce gars-là. Il va tout le temps en ligne droite. Puis tu c'est un pas tunnel. trop ce qu'il va faire. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup d'improvisation. Est-ce qu'il devrait être le gars qui plaque puis qui m'amène l'énergie puis tout parce qu'il est capable de le faire, mais souvent, il va se prendre pour le gars qui a du skills, qui va justement contrôler la rondelle, faire des jeux. Ça arrive, il va être capable dans le junior, mais tu sais que c'est pas ça son rôle. C'est pas pour ça qu'il a été repêché, puis son rôle dans le national de hockey, ce sera pas ça. Fait que, ça va être, comme tu dis, ça va être assez dur de jouer avec un gars qui a
son rôle qu'il joue est inconstant. Mais tu sais, au professionnel, il va avoir son rôle, puis ça va probablement être pas mal plus facile de jouer avec lui, mais pour lui aussi de jouer. Non, mais ce ne sera pas un producteur de points. Je pense vraiment pas. Non, c'est ça. Mais hâte de voir, mais je pense pas. Mais Beck, il y a quand même une progression. Je tiens à le dire, c'est pas parce qu'avec les Peets, ça va moins bien qu'il n'y a pas de progression. Si on regardait, mettons, vraiment un échantillon restreint, puis qu'on se fie à ses performances avec les Peets, oui, on pourrait être déçu d'Owen Beck, mais quand on regarde globalement, les matchs que j'avais regardés au début de l'année avec les Steelheads, puis les matchs que j'avais regardés quand j'ai commencé à écrire le rapport, ça allait super bien. Là, les matchs plus récents, c'était comme un petit peu plus dur offensivement. Mais je suis vraiment pas inquiet là, pour Owen Beck. C'est un gars qui est tellement intelligent qu'il va se démarquer assurément. Puis une fois que l'adaptation va être faite, ça va être vraiment intéressant de le voir en série parce que je rappelle que l'année passée en série avec les Steelheads, il avait été pas pire. Il avait été bon. Là. Ouais, le meilleur attaquant. Ouais, puis il avait pas mal solidifié sa place dans les listes du monde. Puis d'après moi, aux yeux des recruteurs, il est allé chercher des points avec les séries en plus. Ouais, puis tu sais, ce qui est fun cette année, c'est qu'il y a plus d'offensives, beaucoup plus créatif qu'il était l'année passée. Il prend plus de risques, puis ça fonctionne parce que c'est tellement un gars intelligent qui choisit bien son timing. Fait que cette année, c'est ça qu'on voulait voir l'année passée. On se disait genre, j'espère qu'il va se laisser plus aller offensivement parce qu'en ce moment, on le voyait plus comme un troisième centre au moment qu'il était repêché. On se dit, tu sais, il est capable de faire l'offensive, mais c'est vraiment un gars plus défensif, intelligent, des systèmes puis tout pour contrer l'adversaire. Physique, ça viendra que ça viendra. Mais là, avec ce qu'on voit en ce moment, cette saison, c'est OK, parfait, il répond aux attentes. Il a encore 18 ans, il est vraiment jeune. Donc là, l'offensive pète. Fait que là, ben, on était vraiment contents. Puis c'est juste une petite période creuse, ça va se résorber. Là. Tu sais, avec les Steelheads, c'était comme un jeune vétéran. Ouais. Il était déjà un peu dans le rôle de. C'est pantoufle. C'est surtout là que l'offensive repose avec Delbel Bellows, puis un peu avec la voix qui était là. C'était sur la voix? Ouais, c'est la voix. Là, tout le monde est parti finalement. Mais là, il arrive dans une équipe où il y a beaucoup de joueurs de 20 ans, il y a beaucoup de joueurs plus vieux aussi, 19, des gars qui ont de l'expérience dans la ligue. Fait que là, c'est comme d'aller chercher sa place là-dedans. C'est toute l'adaptation. Puis, c'était quand même une grosse année là, pour Beck. Tu es repêché en début de deuxième ronde. Après ça, tu fais un super camp avec le Canadien. Tu signes ton contrat. Tu décides de lâcher l'école. Tu t'en vas au camp de Team Canada. Tu te fais couper. Tu te fais rappeler pour aller au tournoi. Tu te fais échanger dans la ligue. Le Canadien te rappelle pour aller jouer dans la Ligue nationale. Ah oui. Ça met de la couleur. Ça met de la couleur dans une fiche statistique HDDB. Oh, oui, mais tu sais, on s'entend, ça reste un humain. Peu importe quel sport tu fais, à un moment donné, l'adaptation, ça a des limites aussi. Il faut laisser le temps au kid de ça. C'est ça, il faut laisser le temps au kid de s'adapter. Il ne faut pas capoter. Là, si on va voir les stats, peut-être que c'est inquiétant là, parce qu'il est à 0,5 points par match là, avec les Peets, mais pour vrai, il n'y a pas de stress à avoir. Je suis même pas nerveux pour Owen Beck. Il va ressortir, je suis pas mal sûr. Moi aussi. Prochain joueur, ça va être vraiment rapide, Pascal. Je l'ai comme mis. On n'a pas fait de rapport sur lui, mais je veux quand même faire part de mes inquiétudes pour ce gars-là. Je sais que c'est un joueur que tu as observé quand même à son arrivée dans l'organisation. C'est Theis Milanic. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe cette année, là, mais lui, la décision d'aller à Wisconsin, là, c'est pas payant. Vraiment pas payant. Non, vraiment pas payant. Le joueur a pris, il était acquis dans la transaction de Ben Sherratt avec les Panthers. Puis, pas qu'il était prometteur, mais c'est un bel espoir pareil. C'est un gars qui était capable de se démarquer. C'est ça, c'est un espoir B. Là, avec un bon patin, un gars intelligent, un bon tir. Un peu comme un Heinemann, dans le fond, qui amène l'énergie. Ouais, exact. Mais là... Ouais, là, même on peut descendre la courbe. Ouais, on peut descendre. Il jouait à Quinnipiac depuis 2 ans. C'est vraiment un gros programme là, dans la NCAA, Quinnipiac.
Tu sais, je regarde leur alignement, puis ils n'ont pas tant de monde repêché dans la Ligue nationale, puis ils sont tout le temps dans les premiers, là, dans le pairwise. Je ne sais pas si c'est vraiment le programme, le coaching, le recrutement qui est super bon, mais les Bobcats, ils ont un solide club, puis il est parti de là pour aller jouer avec les Badgers de Wisconsin, qui n'étaient pas prévus avoir un gros club cette année. Fait que probablement qu'ils se disaient, je vais jouer plus. Puis finalement, il joue moins. Il joue moins. Puis il a quitté l'équipe pendant, je pense que ça a pris 2 mois avant qu'il rejoue, pour des raisons personnelles, que ça y appartient, on s'entend, on n'est pas là pour spéculer pourquoi il n'était pas là, ça y appartient. C'est pas de nos affaires, pas en tout. Pas de nos affaires. Sauf que je m'inquiète quand même de sa progression. Quand tu accumules les faits comme ça, là, il est revenu au jeu, puis il y a un match, il a joué 9 chiffres là, pour les Badgers. Il ne doit pas être en shape encore, là, avec le 2. Est-ce qu'il s'est entraîné pendant ces 2 mois-là? Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'était pas en shape encore. Mais peut-être qu'il va rester une année. Parce que moi, je voyais à Laval l'année prochaine. Mais là, je pense que c'est sa dernière année l'année prochaine qu'il va pouvoir jouer en NCAA. Fait qu'il va sûrement la jouer en NCAA, en fait. Là. Ouais, j'espère, parce que c'est plate, parce qu'il n'y a pas un mauvais potentiel, mais cette année, je ne sais pas si c'est relié à la décision du changement d'université. Je suis pas. J'ai pas la prétention de dire que j'ai des informations. J'en ai pas. Fait que je 2024, sais pas. ouais. Faut qu'il signe avant ou le 15 août 2024. OK. Ben, tu sais, présentement, je te cacherai pas qu'avec l'absence de progression, même la régression, j'envisage pas vraiment un contrat pour Theis Mélanic. Mais c'est vraiment juste en fonction de ce qu'on a là. Mais on verra le reste de la saison. On va juste espérer que ça reparte sur le bon pied. Parce que la saison 2022-2023 pour Smilanic, c'est un petit peu à oublier, malheureusement. Tout comme le prochain espoir qu'on va parler. Ouais. Ben, c'est pas nécessairement à oublier parce qu'il y a quand même quelque chose. Il joue plus, mettons. Mais en décembre, il joue environ 12 minutes par match. Puis, oui. Pour ceux qui sont en audio, on parle de Dimitri Kostenko. Parce qu'en vidéo, on a le nom, là, mais Dimitri Kostenko qui joue en KHL présentement pour le Red Star de Kunlun. Donc, oui, Pascal, tu disais qu'il ne joue pas beaucoup. Non, c'est ça, il joue pas beaucoup. Puis, en décembre, il y a eu un bout qui jouait 12 minutes par match dans la ligue où il jouait. Puis, ça allait quand même bien. Mais, tu sais, ce qui était sa force avant, quand j'ai fait son profil, c'était la relance, le patin. Un peu, c'était comme le Norlinder russe dans le fond. Défensif, c'était difficile, mais il était quand même physique. Il était capable de sortir la rondelle de sa zone. Une première passe correcte, offensive, créative, un bon tir. Ça avait super bien commencé dans la VHL l'année passée. C'est l'année passée. Mais après ça, il y a eu une grosse période à vide qu'on ne comprenait pas nécessairement, malgré le fait qu'il était dans les premières paires de son équipe. Puis là, cette année, il continue un peu sur cette veine-là, c'est-à-dire mais il perd des morceaux de son jeu. Oui, il est plus physique, son patin est encore là. Sa défensive n'est pas stable, mais se stabilise un peu. Mais sa première passe est dégueulasse. Dégueulasse dans toutes les... Il fait des dégagements refusés à profusion, des passes imprécises, envoyées dans le mauvais coin de la glace. Il met son coéquipier dans la merde. Il met ça, des passes suicides, là, ça arrive vraiment souvent. Donc, pas tout impressionné par Kostenko, malheureusement. Il y a un potentiel vraiment intéressant, parce que tu sais qu'il y a du skills offensif, du patin, il a le gabarit, il développe son jeu physique, mais pour le reste, là, pour l'Amérique du Nord, sérieusement, bonne chance, Kostenko, parce que personnellement, moi, j'y crois plus pantoute. Tu sais, Norlinder, j'y croyais encore un peu, parce qu'à cause des blessures, quand il revenait dans les séries, il jouait super bien. OK, parfait. Il y a tout ça des morceaux dans l'année que ça comptait vraiment, qui jouait quand même bien. Mais Kostenko, c'est fade. Puis quand il est là, ça comme, tu le regardes jouer, tu dis OK, le match d'après, bon, 9 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 30 secondes, 4 secondes. Il rit des athlètes dans le KHL. Là, fait que c'est vraiment tannant. Je sais même pas s'il va s'en venir. Une équipe garde les droits des Russes
ad vitam aeternam parce qu'il n'y a pas de règle de transfert d'écrit entre les ligues. Là. Fait que les Canadiens vont le garder le temps qu'ils vont le garder. Mais ça serait très étonnant que ce gars-là s'en vienne très rapidement. Et s'il s'en vient, tant mieux, mais ce profil-là, on n'a pas beaucoup. Il y a ça qui est intéressant, mais écoute, c'est tannant de le regarder à cause du contexte, à cause des erreurs qu'il fait. Puis tu sais très bien que son entraîneur attend juste ça pour le mettre sur le banc et le laisser là. Ah oui. C'est arrivé à son dernier match. J'écrivais mon rapport hebdomadaire un matin. Puis j'ai vu qu'il a recommencé à jouer. Il n'a pas joué depuis le 14 janvier. Je ne sais pas s'il était blessé ou s'il a juste été laissé de côté. Je n'ai pas rien trouvé là-dessus. Mais je vois qu'il était probablement joue de en l'alignement, premier mais match. il restait sur le banc. Non, il était vraiment pas de l'alignement, c'est ça. J'ai vraiment été voir, puis il n'était pas sur le line-up non plus. Fait que c'était pas juste parce qu'il n'y avait pas de match sur Instat, là, c'était vraiment, il n'était pas de l'alignement. Fait que je trouvais ça bizarre, mais bref, il a rejoué un match cette semaine, 2 présences, 50 secondes de temps de jeu. Là, je me dis, ben, Colin, il s'est peut-être blessé. On va aller voir. Ça aurait été bien lâche de dire 2 présences. Je n'irai pas regarder ce qui s'est passé. C'est ça. Moi investir une petite minute de ma journée, puis je vais aller voir toujours bien ce qui est arrivé. Puis finalement, il a fait un premier chiffre correct. C'est un premier chiffre. Là. Deuxième chiffre, un 2 contre 2, une contre-attaque bien normale. Puis il a été très, très, très soft. Il a essayé de lever le bâton, puis il était sur le bout de la palette. Ça n'a pas marché. Finalement, Moscou a scoré là-dessus. Pas rejoué de la game. Ouais. Ça n'a pas de sens pour vrai. Là, en tout cas. On rit, mais comment ils traitent les athlètes jeunes, c'est vraiment tannant. Ouais. Je parlais ils n'ont pas de mandat, ils n'ont pas de mandat de développement pour la NHL. Ils s'en foutent, eux autres, en Russie. Je parlais m'amener à Mitch Giguère, qui a coaché dans la KHL, puis qu'il est rendu ici parce que justement à cause du contexte, puis tout. Puis il disait que c'est vraiment avantageux pour une équipe de la KHL d'avoir un kid dans son alignement parce que tu peux habiller un gars de plus et au cas où de blessure, ben, tu peux le faire jouer. Fait que tu t'en fous carrément du jeune qui reste sur le banc. Ce que tu veux, c'est juste le au cas où, qu'il y ait une blessure ou whatever. Il défendait un peu la KHL en disant ouais, mais ils s'entraînent avec des pros, puis ils sont capables quand même de fuck all. C'est un jeune de 18 ans, il faut qu'il joue. Faut qu'il joue sur la glace. À 20 ans, à 22 ans, 21 ans, tu n'as rien à apprendre sur le banc ou bien dans les pratiques. C'est ça à la glace que ça se joue. Comme toute la première moitié de la saison de Shane Wright, le fuck all. C'est ça à la glace que ça se joue, le hockey, pas dans les pratiques puis tout. Là. Fait que quand il m'a dit ça, j'étais comme ouais, c'est correct. Là. Je comprends, mais ils s'en foutent eux autres, là, mais c'est pas drôle. Dis pas lol après une genre de phrase de même, c'est pas drôle pour le kid. Là. Il s'en fout, le kid, de se pratiquer, de tirer dans un goal-là, il s'en fout. Là. C'est parce que, ça me choque. Tout ça est vrai, s'entraîner avec des pros et tout ça, mais quand tu joues. Mais quand tu joues, Colin, faut t'appliquer ce que tu apprends. C'est ça, parce que dans mon entrevue avec Joe Verbetti, qui m'en a parlé de ça, là, que justement, c'était quelque chose qui était avec l'organisation, puis lui, c'était quelque chose qu'il voulait cette année, apprendre à devenir un pro, s'entraîner, être sur la route, puis apprendre le beat de pro, puis tout ça. Mais il joue aussi. Si tu fais tout ça, mais que tu ne vois pas d'action sur la glace, à un moment donné, t'as-tu été embauché pour être le préposé à l'équipement ou bien pour jouer au hockey? T'as été embauché pour salir un équipement, c'est juste ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Mais en tout cas, pour Kostenko, c'est triste, mais moi, je ne m'attends même pas à le voir en Amérique du Nord. Ça serait le meilleur des mondes de le voir développer ici, mais je pense même pas que ça arrive, honnêtement. Lui puis Gordon. Ouais, Alexander Gordon, on peut oublier ça. Repêché Overager. Okay. Ouais, on peut oublier ça. Miguel Tourigny, tu m'as dit que tu l'avais regardé un petit peu. Ouais, j'ai regardé un petit peu. Quelques trucs à nous dire sur lui? Le même joueur un peu que dans l'HJMQ, gagne ses batailles en 1 contre 1. Ce qui est le fun, c'est qu'il joue contre des hommes puis il pratique le même style. La production n'est pas folle, n'est pas incroyable parce que justement, il joue dans une ligue professionnelle. Mais il continue à jouer sa game très mobile, amène beaucoup de rondelles au filet, joue souvent comme le 4e attaquant,
comme il faisait beaucoup dans les LHJMQ. Ouais. Il contrôle le jeu en avantage numérique. Désavantage numérique, pas vraiment utilisé là-dedans. Oui, ben, pas vraiment. Il est utilisé en désavantage numérique. Donc, on voit que les entraîneurs là-bas sont quand même ouverts à le développer et à utiliser ses habiletés, parce que c'est un gars, justement, qui lâche. Il est capable de ne pas lâcher, mettons. Des fois, je questionnais beaucoup son attitude sur la glace, mais quand il est on, quand il est là, dans une équipe que tu n'es pas le meilleur joueur, puis que tu es avec des adultes, mais j'ai comme l'impression que tu vas dans les rangs, puis c'est ça qui arrive en ce moment. Puis je suis content pour lui. J'espère qu'il va continuer de dedans. Mais tu sais, est-ce que j'étais d'accord à ce qu'il aille là? Ben, s'il n'y avait pas le temps de jeu qu'il voulait ici, c'est correct pour lui, là. Mais j'espère que dès l'année prochaine, il va venir en Amérique du Nord pour jouer à Laval. Parce que c'est là qu'il faut qu'il soit pour apprendre le jeu en Amérique du Nord. Mais au moins, il a fait son hockey junior ici. C'est pas un problème. Il connaît le hockey d'ici. C'est juste que là, apprend à jouer contre des pros, puis revient ici, puis on verra ce qui va arriver. Mais j'ai quand même hâte de voir. Mais je ne suis pas déçu de ce que j'ai vu. Mais j'ai pas besoin de voir 20 matchs là, de lui là-bas. J'ai vu. Je n'ai regardé 8 plus des croisés là, avec d'autres espoirs. Je suis satisfait de ce que j'ai vu. Maintenant, l'année prochaine, j'ai hâte de voir ce qu'il va offrir au camp. All right. On aura peut-être la réponse sur sa motivation d'aller en Slovaquie lorsqu'on s'entretiendra avec Jordan Tourini pour une entrevue pour le TSLH Espoir. Il va être capable de préparer une semaine. OK, les enfants, vous n'êtes pas malades. Parfait, on fait une entrevue avec un espoir. Que, sérieusement, c'est une affaire aux 2 semaines. Ah, c'est clair. Ah, la parentalité. Oui, 2 couples de jumeaux. Ouais. Avant-dernier espoir, avant de closer l'épisode, Vincent Rohrer qui a eu un petit incident avec Ottawa récemment. Oui. Il s'est fait frapper puis il a vraiment mal tombé. Pour vrai, le coup qui vire pas dans un sens où ce qu'un coup doit virer. Là. Ça a dû craquer, mettons. Ouais, il a été transporté à l'hôpital, parti en civière de la patinoire. Il a eu son congé quand même dans la soirée. Ouais, il a eu des convulsions. Malgré tout, il a mentionné à Jean-François Plante du journal Le Droit qu'il se sentait vraiment bien quelques jours après l'incident. Puis que même, c'est parce qu'il devait passer par le protocole des commotions de la Ligue, parce que si c'était juste de lui, il serait retourné jouer. Fait que c'est encourageant. C'est ce genre de gars-là. Ben, c'est ça. J'étais aucunement surpris de voir cette affirmation-là. Puis cette semaine, il a recommencé à jouer. Il a joué les 3 matchs cette semaine. Il a récolté un but à son 3e match. J'ai pas regardé les parties. J'ai pas plus à dire, mais peut-être que tu as d'autres choses à rajouter au niveau des observations pour Rohrer. Ben, tu sais, Rohrer, on dit beaucoup que Raphaël Harvey-Pinard, c'était Laval Lager. Mais lui, c'est comme CHA Lager. En tout cas, OHL Lager. En tout cas, ça a mal sorti. Mais c'est un espoir que tu ne peux pas détester, dans le fond. Est-ce qu'il va atteindre la Ligue nationale de hockey? Est-ce qu'il va être une vedette offensive? Je pense pas qu'il va scorer 30 buts comme Gallagher. Je pense pas que c'est ça qui va arriver. Mais l'énergie qu'il amène, tu vois qu'il y a du leadership. Il parle beaucoup sur la glace. Il est dérangeant. Il joue très bien défensivement. Un gars, dans le seul mise en jeu, il est très compétent. Offensivement, il est de plus en plus créatif. C'est ça que j'aime. Son tir, il va être bon près du filet. Il a des bonnes mains pour réagir, pour battre un gardien de but. C'est ça qui te fait dire, OK, peut-être que c'est pas le gars qui va engranger des points. Mais son temps de réaction est quand même assez bon. Fait que ce qui est intéressant, c'est que dès qu'il récupère les rondelles, parce que c'est ça qu'il fait à profusion, là, il est tellement tannant qu'il reste bas, il va voler la rondelle, mais il va repérer son coéquipier vraiment rapidement. Fait que quand il joue avec un gars qui est talentueux, ben, c'est là qu'il va faire des points, ou bien quand il va juste tirer en rondelle au filet ou prendre des retours, ben, c'est là qu'il va vraiment être utile. Fait que son style, là, il s'y est vraiment bien sur un 3e trio de la nationale de hockey ou à Laval, peu importe, parce que tu ne veux pas, il faut qu'il prenne du physique, de la rapidité, du physique et de la rapidité pour vraiment être capable de jouer au niveau supérieur. Puis si ça arrive, ce gars-là, il va jouer dans la nationale de hockey. C'est vraiment un Raphaël Harvey-Pinard de luxe. Puis en plus, je sais pas,
tu le regardes jouer et tu as le goût de jouer avec. Je suis sûr et certain que tous ses coéquipiers l'aiment. Ah, ben, il a montré un bel exemple au championnat mondial junior. Son coach a eu vraiment des bons mots pour lui. Là, son équipe se faisait torcher. Là, puis dans le vestiaire, il s'était levé et il avait dit, il avait comme tenu un discours comme quoi que ça prenait un peu de fierté, là, pis ça, puis en tout cas, je me On n'est rappelle pas pas des venu pour, mots on n'est exacts. pas venu pour juste. Je pense qu'il avait dit genre, si vous n'êtes pas venu pour jouer, allez-vous-en chez vous, parce qu'on va tous se mettre nos équipements dans la poche puis on va partir. Est-ce que vous êtes là pour jouer? Ouais, c'est Parfait, ça. on y va. Même si on ne score pas ou c'est pas grave, tu es là pour représenter ton pays, tu es là pour jouer au hockey, joue au hockey. Ouais, c'est ça. C'était une affaire comme ça, c'est bien vrai. Puis son coach il avait soulevé ça dans une entrevue, là, comme quoi il avait jamais vu un leader comme ça, là, se lever. Puis, fait que non, c'est de bon augure pour Rohrer. Puis là, ben, il est revenu en santé, il a recommencé à jouer. Fait que ça va être le fun à suivre pour la suite de la saison. Je suis Dernier sûr que petit les partisans des espoir. Canadiens Ah, vas-y. aimeraient beaucoup ce gars-là. Je suis sûr que les partisans des Canadiens qui regardent la CHL ou bien qui s'ils auraient l'occasion de le regarder jouer, je suis certain que vous allez aimer ce gars-là. Fait que prenez le temps. Ben, écoute, Gallagher, Harvey Pinard, souvent les favoris de la foule. Fait que, tu sais, si tu nous dis que c'est un gars qui est dans ce moule-là, ça va être bien dur de ne pas l'aimer, là, tu sais. Ouais. Parce que c'est souvent des gars hargneux, des gars teigneux, des gars rugueux. Ben, on aime ça à Montréal. Papier tablé. Ah ouais. Le dernier et non le moindre, Riley Kidney, qui il est sensationnel depuis qu'il est arrivé avec les Olympiques de Gatineau. Enfin, il y a du monde qui comprenne ce qu'il veut faire, capable de finir ses jeux. Dans son ancienne équipe, là, c'était lourd. Là, tu le regardes à Gatineau. Enfin. C'est-tu quoi? Je pense que c'est pour ça que j'ai pas tant un bon read sur Riley Kidney. Moi, j'ai l'impression que c'est un... Ben, c'est parce que mon échantillon, quand j'ai fait le rapport d'observation, c'était des matchs avec le Titan. Je ne l'ai pas regardé avec les Olympiques encore. Moi, j'ai toujours eu l'impression que ça allait être un gars qui est super bon en junior, mais qui allait avoir de la misère au niveau professionnel. Ben, ça se peut que ça fasse ça aussi. Non? Ben, ça se peut, mais c'était le feeling que j'avais. Fait j'espère vraiment me tromper. Puis, présentement, il joue vraiment bien avec les Olympiques. Puis, en entrevue avec Marco D'Amico, il a carrément dit, il n'a pas dit ça de même, mais c'était genre, c'est le fun, enfin, je joue avec des bons joueurs. Une bonne équipe. Ben, c'est ça, pareil. Parce que, écoute, je l'ai regardé quand même cette année pas mal. Puis, il y a un match que j'ai regardé contre les Sags de la galerie de presse. Puis, il y a tout le temps en rondelle. Il faisait toute la passe transversale dans des patins en travers les joueurs. Hop, manque son tir sur réception, son coéquipier. Là. Manque la rondelle. Pogne la rondelle, la passe, hop, à la rondelle parce qu'il a fait une passe télégraphiée à l'autre. C'était tout le temps comme ça. Puis jamais, je l'ai vu frustré. Taper sur la glace ou peu importe. Il arrivait, il va parler à son joueur, la main sur l'épaule. C'est un très, très, très bon kid qui se lève dans les occasions, dans les grosses occasions puis tout, mais sa fiche, ce serait incroyable s'il jouait dans une bonne équipe. Ce gars-là, à Québec, là, dans les deux dernières années, d'après moi, ça aurait une bonne fiche, ce joueur-là. Malgré tout, il y a une bonne fiche, mais ça serait encore plus impressionnant. Vois-tu le match à Sherbrooke, vu de même? Là? Moi, avec Roy, ça aurait été quand même pas pire. En tout cas, je trouve. Là. Mais à Gatineau, ça va être ça, une belle fin de saison. J'ai hâte de voir les séries pour lui. C'est un gars qui est vraiment intelligent, puis sa rapidité d'exécution c'est vraiment impressionnant. Puis là, sa rapidité d'exécution est encore plus efficace parce qu'il joue avec du monde qui comprend sa game, comme tu disais. C'est ça. Mais moi, c'était surtout l'aspect physique que je trouve qu'il y a beaucoup de misère à prendre le dessus sur des gros défenseurs. J'ai quand même cette petite inquiétude-là là, quand il va arriver avec le Rocket, pas qu'il frappe un mur, mais que son talent offensif soit diminué par le fait qu'il passe deuxième physiquement. Un peu comme Philippe Meissard, mettons. Puis je compare pas les deux, là, mais vraiment pas. Mais c'est un peu le même principe qui est arrivé avec Meissard.
sais, physiquement, il passait deuxième dans la Ligue américaine. La seule game qu'il a joué, là, il passait deuxième. Fait que Montréal a décidé de l'envoyer dans la OHL. Puis moi, je disais, ben, t'es mieux d'aller dans la Ligue de l'Ontario, dans le junior, pour progresser ton jeu physique, prendre de la maturité physique, prendre de la musculature, t'entraîner pour ça, puis continuer de produire offensivement, que de rester dans la Ligue américaine, puis que toutes tes qualités offensives soient diminuées par le fait que tu passes deuxième. C'est un peu ça mon évaluation de mes sœurs. Puis j'ai comme la petite crainte que ça fasse ça aussi pour Kidney. Mais, par exemple, l'intelligence que Kidney fait preuve sur la patinoire va l'aider à ce que ce soit peut-être moins pire que mes sœurs dans la Ligue américaine. Moi Kidney, je le vois vraiment comme Plekanec. Je le vois vraiment comme Plekanec dans plus tard. Tu sais, pas là, je parle pas nécessairement du potentiel. Pas le col roulé. Non, c'est ça. C'est pas de sa faute, c'est le gérant d'équipement. Il y a des textes qui ont sorti là-dessus. On s'en fout dessus, tu penses. Mais bref. Plekanec, c'est un gars intelligent, pas super bon à un contre un, veut pas au niveau physique, mais l'intelligence, le bâton, la rapidité, tout ce qui était prise de décision était vraiment sur la coche. Puis Kidney, j'ai comme l'impression qu'il va être il va essayer de devenir un peu ce genre de joueur-là. Puis je pense qu'il est capable. J'ai quand même hâte de voir. Mais tu sais, ce genre d'espoir-là, moi je le vois comme un espoir B, pas un espoir A. Comme Joshua Roy, en ce moment, de plus en plus, on le voit comme devenir un espoir A avec ses performances. Mais Kidney est tellement à l'opposé de Joshua Roy. C'est pas tout le même genre de joueur qui base son talent ou sa game sur la même portion. Mais j'ai hâte de voir la progression quand ils vont arriver dans le hockey professionnel, les deux, pour voir quel style va fonctionner. Kidney peut jouer pas mal plus de chaises que Roy, mais Roy, de plus en plus, en tout cas dans les WGC, là, dans les championnats du monde junior, on l'a vu jouer plusieurs chaises. Fait que là, si Roy est capable d'amener des chaises à sa game, la progression au niveau du hockey professionnel va être intéressante à voir. Kidney, on sait déjà qu'il est capable, mais est-ce que l'aspect physique, est-ce que l'aspect va jouer pas mal plus? Ça va être intéressant. Si les deux jouent à Laval l'année prochaine, parce que Kidney, je pense qu'il a 20 ans au prochain. Je pense que oui. Au prochain. Pas par cœur. Prochain automne, Riley Kidney. On va checker pour finir ça. Oui. Là, il y a 19 ans, il va avoir 20 ans en mars. Fait qu'il va jouer à Laval l'année prochaine. Pas mal sûr qu'il va jouer à Laval l'année prochaine. Fait que j'espère, en tout cas, s'il arrive et il joue à Montréal, il dit bon, un autre qui a switché NHL, on ne verra pas à Laval, maudit. Mais bref, ce style-là, d'après moi, va bien fonctionner dans l'Union américaine. All right, c'est ce qui conclut notre tour des espoirs du CH pour cette année. On va peut-être en reparler là, dans le podcast. On verra comment ça va. Mais comme je disais dans l'intro, on va se tourner beaucoup vers le repêchage 2023 pour la suite de nos travaux. Au niveau du podcast, on prévoit peut-être faire un épisode strictement sur le Rocket de Laval avec Jess, qui est à la couverture du Rocket. C'est ce qui est prévu dans les prochaines semaines, on verra. Sinon, il y a notre podcast pour la liste de mi-saison qui va être à la fin février. Puis, attachez votre tuque parce que, vous le savez, les habitués du TSLH podcast, vous le savez que ces podcasts-là durent très longtemps. C'est des épisodes de 4h, 4h30 d'habitude. Cette année, on va être 4 pour l'épisode de mi-saison. Fait que je vais être joint dans le fond, je vais être accompagné de Pascal, évidemment. Simon Servant. Seb Gagné aussi va faire le podcast de la liste de mi-saison avec nous. Donc, on va être 4 pour présenter nos listes. On n'est pas au courant d'aucune liste de personne. Carey Price va être là aussi. Ouais, notre bon vieux squelette dans le background de Pascal, pour ceux qui écoutent en audio. Fait que, bref, ça va être un gros épisode. On ne connaît pas les listes de personne. Je pense que c'est la saison, Pascal, qu'on s'est parlé le moins de nos tendances sur nos listes respectives. Puis je te dirais que j'haïs pas ça. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous sortir.
Ah, parce que moi, j'écoute plus de matchs. Dans le fond, je fais juste inventer des trucs. T'es rendu une fraude. Ah, je suis rendu une fraude. Je vais sur Twitter puis j'invente des affaires. Je copie. Ouais. Non, j'ai hâte aussi de voir toutes vos tendances. La seule affaire que je sais, c'est que tout le monde a Bédard niveau 1. Mais spoiler alert, là, tout le monde a Bédard niveau 1. Fait que, on verra bien pour le reste. Ouais, ça bougera pas. Fait qu'on a bien hâte de vous présenter ça. Abonnez-vous à Spotify, Apple Podcast, la plateforme de votre choix pour l'écoute de votre podcast. Partagez aussi à vos amis, ceux qui trippent là, sur les poules, la vie, les dynasties, les keepers, puis les ligues simulées ou peu importe. Invitez-les à écouter le podcast. Au lieu de passer du temps à chercher sur Internet, mettons, quel espoir je devrais repêcher pour ma ligue simulée, ben, TSLH Podcast, écoutez ça. On a tourné pas mal le podcast vers les espoirs cette année, puis on s'y plaît beaucoup, puis on va garder pas mal la formule, là, je dirais. Là, fait que, invitez vos amis à écouter le podcast, partagez-le. Notez-le aussi sur Spotify, Apple Podcast. Je pense que c'est possible de laisser des reviews, des 5 étoiles si vous voulez. Vous pouvez laisser des 1 étoile si vous voulez. La liberté d'expression, c'est dans tous les sens. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube également. C'est super apprécié quand vous le faites. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, bonne 2 semaines. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va ressortir un prochain épisode, mais d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine.